Et c'est parti pour la partie 8. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Donc, par rapport à ces 3 systèmes qu'on avait vus, donc le plan, le contrat de gestion et le quasi-marché, il y a des études qui ont été réalisées pour voir si finalement, en passant du plan vers le contrat de gestion et le quasi-marché, est-ce qu'on avait des meilleurs résultats? Et donc, ces études ont quand même tendance à valider l'effet, un effet positif donc. Mais on relativise quand même puisque cet effet semble lié au côté standardisé de l'évaluation. Donc forcément, si, on a des évaluations standardisées, les enseignants savent mieux à quoi s'attendre pour leurs élèves et ils vont pouvoir mieux les préparer en fonction de ce à quoi on s'attend pour eux. Hem, Au niveau de l'équité, on va voir que le plan et le quasi-marché, qui sont ici, là, en négatif, ne sont pas spécialement bons en termes d'équité. Heu, Pourquoi est-ce que le quasi-marché n'est pas bon en termes d'équité? Beh, simplement à partir du moment où vous laissez le libre choix de l'école, il va y avoir une accentuation de la ségrégation. Donc parce que, les élèves peuvent aller là où ils veulent, il va se former des écoles ghetto, il va se former des écoles plus élitistes, des écoles poubelles et cetera. Où, finalement peut-être les meilleurs élèves vont aller là-bas parce qu'ils savent que c'est une école plus réputée, les moins bons élèves vont aller là-bas parce qu'ils savent qu'on réussit plus facilement et cetera, puisque le niveau est moins élevé et donc il va y avoir de la ségrégation dans les écoles. Heu, Attention aussi que quand on met en place ce genre de réforme, beh, on a un effet qui est assez lent. Il faut compter au moins 10 ans pour les voir et ça reste petit comme effet. Heu pour la suite, on va s'intéresser un petit peu à la France et à la Belgique, pour vraiment pouvoir comparer un petit peu 2 pays qui ont des modes de fonctionnement qui sont, littéralement différents. Donc en France, pour rappel, on a un système de centralisation, donc la hiérarchie au sommet, les intermédiaires qui font descendre, les directives et remonter les informations et en dessous les agents de terrain qui se contentent, d'appliquer les directives qu'ils reçoivent et les usagers qui sont complètement passifs puisqu'ils doivent aller à l'école, la plus proche de chez eux sans avoir le libre choix de leur école. Tandis qu'en Belgique, on a beaucoup d'ASBL libres confessionnels, donc au niveau des provinces et des communes et on a un petit réseau libre non confessionnel, heu et toujours l'État qui subsidie alors à ce moment-là des opérateurs locaux. En France, par contre, on a très peu d'écoles libres confessionnelles à l'échelle du pays. Et donc si on regarde ces 2 pays-là qui fonctionnent de manière tout à fait différente puisque même si c'est vrai qu'avec, les réformes qu'il y a eu récemment, où on doit plus, se rapprocher de chez soi pour les écoles, on a quand même encore pas mal de liberté, en particulier au niveau du primaire. Si on regarde, dans la colonne centrale ici, donc on voit les résultats, donc les scores PISA moyens en maths, en Belgique francophone, les scores moyens en Belgique néerlandophone, toujours en maths et les scores moyens en France. Même chose pour la lecture, vous voyez que finalement la France se situe à peu près à même niveau que la Belgique francophone. En termes d'écart, donc ça c'est vraiment, entre celui qui a le moins et celui qui a le plus et donc en Belgique francophone, on a 92,8 d'écart type, tandis qu'en France on est à 94,2. Donc on voit qu'en termes, d'équité, ils font pas mieux que nous en tout cas. Bah, même chose pour la lecture où nous on a un écart type de 99,5 tandis qu'eux sont à de 99,5 tandis qu'eux sont à 103,91. Heu, pour pouvoir expliquer un petit peu ça, on va aller regarder ce qui se passe au niveau de la ségrégation. Donc la ségrégation, ici, ça va montrer une variable intermédiaire. Donc quand on parle de ségrégation, on ne parle pas encore d'inégalité des résultats, mais de comment finalement le public, se répartit dans les établissements. Et donc, on a un indice qui est compris entre 0 et 1, et ces indices qui sont compris entre 0 et 1, ils vont dire le pourcentage de gens de la minorité qu'il faudrait déplacer pour arriver à une situation de non-ségrégation. Donc, combien d'enfants est-ce qu'il faudrait, déplacer de ces écoles élitistes pour les remettre dans des écoles peut-être plus ghetto ou quoi, pour qu'au final, il y ait, une mixité, parfaite, quelle que soit l'école dans laquelle on va. Donc on voit qu'en Belgique, bah, on est à 33. En France, même chose, parce que si on regarde par rapport au diplôme de si la maman a un diplôme supérieur,
À peu près pareil aussi, si on regarde par rapport au diplôme du papa. Si on regarde pour, l'indice socio-économique, on voit qu'en France, de nouveau, c'est moins bon que chez nous. La colonne ici, la quatrième colonne, c'est, par rapport au redoublement. Donc si vous avez redoublé au moins une fois ou pas. Ce type d'indice, en fait, compris entre 0 et 1, c'est quelque chose qui a été utilisé aussi aux États-Unis. Et donc là, l'idée, c'était, pareil, c'était si on devait faire déménager des gens, quel pourcentage de la minorité de la population il faudrait qu'on en déplace pour en arriver à une situation de non-ségrégation. Donc l'idée, c'est la même chose, mais c'est pas en fonction de l'ethnie ou quoi, mais vraiment en fonction, une fois, du diplôme des parents et cetera. Heu, du coup, en Belgique, autant on peut expliquer ça, ce chiffre-ci, par le fait que finalement les gens ne sont pas obligés d'inscrire leur enfant dans l'école juste à côté, ils ont quand même encore un certain choix. Mais on se pose la question de savoir finalement comment est-ce que ça s'explique en France? Puisque en France, ils ont le système de la carte scolaire et donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Faut savoir qu'à partir du moment où on crée une carte scolaire, on risque d'induire de la mobilité résidentielle additionnelle. Donc vous allez aller habiter plus facilement dans telle ou telle ville parce que telle ou telle ville a une bonne école, parce que les gens vont vouloir s'installer dans cette ville-là qui a une bonne école, ben les loyers vont monter, les prix des terrains vont monter, et cetera et donc avec ça, finalement, va s'effectuer un espèce de tri qui fait que ce sont les gens les mieux aisés qui vont pouvoir s'installer là et donc qui vont pouvoir avoir accès aux meilleures écoles. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi aux États-Unis. Par exemple, il y a moyen d'avoir, 2 appartements complètement équivalents, qui vont varier, avec un des 2 qui est par exemple jusqu'à 60 plus cher, simplement en fonction de la qualité perçue des écoles qui sont liées à l'emplacement de l'établissement. Donc si vous avez un enfant et que vous habitez à cet endroit-là, dans quelle école est-ce que vous allez pouvoir l'envoyer? Ben ça va faire, heu augmenter la valeur. Si vous allez dans la Silicon Valley, vous allez monter, facilement, 600 000, 700 000, voire même 1 million de dollars plus cher pour une maison, justifiée uniquement par la qualité des écoles situées à proximité. Donc les cartes scolaires vont se traduire par cette ségrégation immobilière, donc des gens qui vont aller habiter plutôt à gauche ou à droite pour avoir accès à telle ou telle école et donc, de nouveau des écarts de prix renforcés. Donc je remets brièvement une petite diapo qui reprend ces idées-là. Donc pourquoi la ségrégation en France alors qu'on a la carte scolaire? Donc on a parlé de la mobilité résidentielle, où les gens s'installent là où il y a une meilleure école à proximité, avec du coup faisant ainsi augmenter, puisqu'on augmente la demande, on augmente les prix de l'immobilier, et donc c'est accessible uniquement aux personnes qui sont plus aisées. Donc en fédération Wallonie-Bruxelles, on ne sait pas très bien ni en termes d'efficacité, ni en termes d'équité. L'hypothèse serait que ça peut être lié avec notre mode de gouvernance. Alors notre mode de gouvernance, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est le plan? Est-ce que c'est le contrat de gestion? Ou est-ce que c'est le quasi-marché? C'est un système un petit peu hybride en fait. Donc on a un mélange assez conflictuel entre ces 3 systèmes de gestion. Donc, au niveau du plan, ce qu'on va retrouver, c'est qu'on a des organes intermédiaires, il y a les inspecteurs, il y a les PO, on a des programmes qui sont assez précis, qui disent aux enseignants ce qu'ils doivent faire, beaucoup de directives qui circulent et cetera. Donc au niveau de l'information qui va du sommet vers les écoles et cetera, ça ressemble au niveau du plan. Par contre, on retrouve aussi un petit peu du contrat de gestion. Donc par exemple, au niveau des plans de pilotage, on a une autonomie quant aux moyens et autant qui est renforcée. Mais par contre, on a aussi cette évaluation des contrats d'objectifs, donc en termes d'évaluation externe, donc on va avoir tout ce qui est CEB, CE1D, mais ces évaluations externes, elles ne s'accompagnent, pas spécialement, d'augmentation de l'autonomie de gestion. Donc c'est pas, on n'est pas plus libre qu'avant à partir du moment où ils ont vraiment commencé à instaurer, le CE1 le CEB, ça fait déjà un petit temps, mais quand ils ont commencé à mettre en place, le CE1D, enfin plus d'évaluation externe, ils n'ont pas augmenté l'autonomie qui aurait dû aller avec. Au niveau du quasi-marché, on retrouve, ce système-là plus dans les universités où il fonctionne avec une enveloppe fermée, en euros plutôt que, en capital période. Donc ils ont plus de choix de finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont, dispatcher cet argent? On retrouve quand même, même s'il y a eu,
le décret, le décret inscription, on retrouve quand même, une certaine liberté de choix des écoles, et on fonctionne avec un financement public à l'élève, donc ça, c'est vraiment propre, au système hybride. Attention quand même qu'ici, les écoles ne reçoivent pas de l'argent en fonction du nombre d'élèves, mais bien, heu, un nombre d'heures pendant lesquelles elles peuvent engager des enseignants. Donc c'est sous forme de NTTP, sous forme de capital période. Les écoles peuvent quand même, par exemple, créer des options pour essayer d'attirer plus de gens, mais par contre, il y a pas du tout, la communication par rapport, aux résultats. Donc pour rappel, les écoles, c'est considéré comme un bien de service et donc il faut envoyer un signal pour pouvoir annoncer aux consommateurs un petit peu, ce qu'il peut espérer trouver justement dans cette école. Beh, ça fait qu'ils n'ont pas un choix, ils n'ont pas d'infos pour faire un choix, bien informé. Donc on a des indices de la présence des 3 systèmes en même temps, mais donc est-ce qu'on a, quelque chose où finalement il y a une certaine complémentarité, une harmonie et une efficacité? Beh, non. On est plutôt, au niveau des tensions et de l'inefficacité. Donc il avait utilisé là le petit dragon, tout mignon là, ça c'est s'il fonctionne en harmonie. Beh, nous on est plutôt au niveau, du dessin de droite, donc on voit que ça ne se passe pas très, très bien. Et donc, bah, voilà, être allé chercher un petit peu des 3, c'était pas forcément la meilleure des idées. Donc, en fédération Wallonie-Bruxelles, on a plusieurs réseaux et une des idées, c'est de se dire qu'en fait, derrière, chacun de ces réseaux se cache un des systèmes de planification, enfin de gestion. On a derrière l'État, on va plutôt retrouver l'idée de la planification centralisée. Si on passe au niveau des communes et des provinces, on est plus, du côté du contrat de gestion. Et vers le réseau libre, on a à la fois l'idée du contrat de gestion, mais on va plus loin encore, on va plus vers le quasi-marché. Pourquoi plus loin? Beh, simplement parce qu'on revendique l'argument du libre choix de l'établissement. Dans le libre, il y a une capacité de fonctionner en réseau qui n'est pas présente non plus dans les autres réseaux. Alors, finalement, si on regarde bien le coût total de l'enseignement, c'est quoi? Beh, c'est la somme d'argent de tout l'argent qu'on prévoit pour chaque élève. Donc si on donne, une certaine somme à chaque élève, beh, plus il y a d'élèves, plus il faudra payer, donc on peut résoudre ça résumer ça par cette formule et donc finalement, si on prend notre total d'élèves et qu'on ventile puisque l'argent suit l'élève, qu'on le ventile, en un réseau, 2 réseaux, 15 réseaux ou 35 réseaux, ça ne devrait pas changer le coût total. Heu, Ici, ce qu'on a quand même, ce qui pourrait éventuellement justifier quand même, un tout petit peu, un surcoût par rapport à cette multiplication des réseaux, c'est, d'une part, si on f le fait de financer des petits établissements coûte plus cher, donc on pourrait penser qu'en mettant en concurrence plusieurs réseaux, on va peut-être avoir plus de petits établissements, donc pour ça, retournez voir la théorie par rapport au coût fixe. Une autre idée qui, elle, pointe vers, la fraction, LR sur L, donc qui est le nombre de personnel rémunéré par rapport au nombre de personnel réellement présent en classe et donc c'est de dire que finalement, bah, si jamais vous perdez, votre emploi ou quoi et que vous étiez nommé, beh, vous allez être mis en disponibilité et comme vous êtes en disponibilité, c'est lié à votre réseau, on pourra avoir potentiellement un petit peu plus de personnes qui seraient payées à ne rien faire chez elles. Mais dans sa version structurelle, il n'y a pas vraiment d'argument pour justifier qu'il y aurait un surcoût lié à la multiplication des réseaux. Alors le vrai coût des réseaux finalement c'est quoi? Beh, c'est le fait qu'en fait ils viennent un petit peu, pourrir, le fonctionnement puisque, ce mode de fonctionnement un peu hybride où on a pris, le moins bon, enfin en tout cas pas le meilleur de chaque et où c'est pas très, très compatible. Donc il y a une certaine, à la fois une inefficacité, des tensions qui se mettent en place, heu, donc voilà. Plusieurs réseaux, ça implique qu'à chaque fois qu'il y a des décisions qui doivent être prises, beh, il y a des représentants des différents réseaux qui vont participer. Donc plus de gens pour prendre des décisions avec des intérêts différents et donc tout ça, ça va pouvoir, ralentir le processus, rendre les politiques moins claires, moins cohérentes, si chacun essaye de défendre ses petits intérêts, beh, ça complique l'harmonisation. Il y avait plus vraiment de trucs mathématiques, donc j'ai pas fait de slide pour ces toutes dernières lignes, mais n'hésitez pas à aller voir, dans mes notes. Elles sont sur Facebook, et quand j'aurai tout remis en ordre, je vous enverrai le tout si j'arrive pour vous avant l'examen. Voilà, voilà, c'est tout pour le chapitre 5 et je vous souhaite un bon courage pour la suite.